C'est très difficile d'entrer dans cette next economy quand on est dans un cadre ultra figé et réglementé et du coup qui paraît bloquant. Donc c'est ce travail de transformation numérique et donc de révolution de nos métiers, mais aussi donc de nos pratiques, de nos codes et de nos relations directes avec nos clients. Ça va aussi bouleverser positivement nos clients. Bonjour, très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce nouvel épisode du Hubcast by Hub Institute. L'occasion de mettre à l'honneur un acteur, une actrice de l'écosystème Sustainable. Un rendez-vous qui prend le temps de la réflexion, de la prospective pour donner à voir plus loin et aussi donner la parole à de véritables solution makers, impact makers qui nous montrent et nous démontrent ce qu'ils font déjà au service d'une société plus durable. Nous sommes ravis d'accueillir pour ce 5e épisode Frédéric Fougera, directeur de la communication RSE chez Foncia. Bonjour Frédéric. Bonjour. Soyez le bienvenu au Hub Lab, dans les studios du Hub Institute. Nous sommes ravis de vous retrouver à l'occasion de cet épisode. Alors, vous êtes classé parmi les 10 DIRCOM les plus influents sur Twitter. Vous êtes l'auteur de livres, parmi ceux-là, Un manager au cœur de l'entreprise, Le goût des autres, mes recettes de manager. En début d'année, vous avez sorti également le Dico de la com, un véritable référence des mots de la communication dont nous encourageons la lecture vivement. Et je crois même qu'un nouveau livre vient de sortir sur ce deuxième semestre. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être pour introduire notre échange? Il s'agit de la communication encore une fois et comme quoi c'est un métier, c'est ça? C'est même le titre du livre? La com est un métier, ouais. C'est une de mes tribunes, un de mes propos qui est le plus repris régulièrement et que j'essaie de promouvoir aussi le plus possible pour valoriser les professions, les métiers de la communication. C'est aussi devenu un livre et c'est la suite d'un premier livre qui s'appelait Un DIRCOM n'est pas un démocrate. C'est une succession de tribunes et de partages sur le quotidien du métier de communicant et de communicante. Parfait, très bien. Il est sorti il y a quelques jours, je crois, c'est ça? La date officielle de sortie, c'était le 12 octobre. C'est ça, c'est parfait. Du coup, on vous encourage vivement à vous le procurer et nous le signalerons sur l'article qui sortira avec ce Hubcast. Alors, vous avez commencé votre carrière au sein des radios libres. Vous avez dirigé les cabinets d'élus locaux et parlementaires. Vous portez un fort engagement dans le domaine associatif et environnemental. Pouvez-vous revenir justement sur votre parcours, sur votre vocation pour la communication et vos débuts professionnels, s'il vous plaît, Frédéric? Mon parcours, il est en fait assez simple. Il est en deux temps. D'abord, je commence à faire des études de droit parce que j'avais envie d'être avocat et plutôt avec une fibre sociale, c'est-à-dire être l'avocat des plus faibles, des plus pauvres, en fait, ceux qui n'ont pas de moyens financiers, intellectuels, ceux qui ont besoin d'avoir un soutien dans tous les sens du terme. Sauf que j'étais pas fait pour les études. Les personnes de ma génération, il y avait une chose qu'il fallait pas faire, c'était de l'apprentissage. Moi, c'était certainement l'apprentissage qui m'aurait le mieux convenu, c'est-à-dire apprendre en faisant. Donc je me suis lancé dans des études de droit avec cette volonté de soutenir, d'aider les autres. Et puis j'ai vite laissé tomber, en fait, parce que c'était la période où les radios libres naissaient en France, où elles commençaient à se développer. Et là, tout d'un coup, j'ai eu une opportunité de travailler et d'apprendre en faisant. Donc du coup, je suis devenu un communicant officiellement, puis un pro de la com, alors que je ne savais pas en fait faire grand-chose. Et ça m'a amené à être recruté par des élus locaux pour diriger des cabinets de villes moyennes, et puis aussi à l'Assemblée nationale auprès de parlementaires. Et j'ai fait ça pendant un peu moins de 15 ans. Et ensuite, j'ai eu envie de basculer et de passer dans le secteur privé. Et là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un grand patron qui s'appelle Philippe Salle, qui était président du groupe Vedior à l'époque, qui est devenu Randstad aujourd'hui. Et ça fait près de 20 ans que je bosse avec lui. On a fait 5 groupes ensemble. Et c'est aujourd'hui le président du groupe Foncia. Donc c'est toujours mon président. Donc voilà l'aventure professionnelle. On a une partie publique et une partie privée. Et puis l'apprentissage de la communication, un peu sur le terrain, dans le monde politique et dans le monde public. Et puis le transposer ensuite dans le secteur privé. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Effectivement, la fidélité aussi dans le rapport professionnel qui l'emporte parfois aussi sur les sujets. Enfin, comment vous évaluez cette relation que vous avez avec lui, justement, d'accompagnement comme ça sur ces dernières années? Pour moi, l'humain, c'est bien plus important que l'entreprise ou la marque. Donc, pour moi, ce qui est très important, c'est avec qui on travaille et quel va être le quotidien avec les personnes qui vous entourent. Donc c'est de la même façon le patron que les équipes avec lesquelles on travaille. Donc après, passer d'une entreprise à une autre, c'est hyper intéressant. Ça se fait tout seul, puisqu'un jour, il débarque dans votre bureau puis il vous dit, voilà, dans un mois, on va ailleurs. Donc voilà, c'est un renouvellement permanent. C'est assez épuisant aussi d'ailleurs, de toujours réinvestir de nouvelles entreprises, apprendre de nouvelles cultures, des nouveaux métiers. Mais au moins, le métier de la communication, lui,
lui reste le même. D'ailleurs, c'est le même, c'est quasiment le même dans le public que dans le privé. Il y a juste des questions de rythme. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui change en réalité. Le métier, c'est le même. Il faut juste réadapter et réapprendre un nouvel environnement professionnel, mais c'est une aventure géniale de pouvoir former, d'avoir la chance de pouvoir former ce genre de binôme et puis de travailler de façon continue avec des collaborateurs de super qualité, c'est génial. Ouais. Alors, vous avez dirigé des cabinets d'élus locaux. Nous-mêmes, au Hub Institute, en tant que tiers de confiance, nous accompagnons les acteurs publics dans leur démarche, notamment de développement durable. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce secteur en particulier et quelles sont finalement aussi ses spécificités à ce secteur public et de la communication publique aussi en particulier? Alors, en fait, j'y suis entré par hasard. C'est un jour un élu, c'était le maire de Lagny-sur-Marne, un élu qui avait fait beaucoup de mandats, qui avait envie de structurer son cabinet. Et c'est à l'époque où est né aussi le statut de collaborateur de cabinet qui n'existait pas, donc qui permettait de professionnaliser cette partie de collaborateurs spécifiques à statut spécifique auprès des élus, dont le contrat de travail est lié au mandat même de l'élu. Donc le jour où il démissionne, où il meurt, où il est battu aux élections, votre contrat s'arrête de fait. Donc cet élu qui voulait structurer son cabinet cherchait un professionnel de la communication. Alors j'avais 21 ans, j'étais professionnel de rien du tout, mais comme j'étais DIRCOM d'une radio libre et que je présentais, produisais des programmes sur une radio, du coup j'apparaissais comme étant un professionnel de la communication et c'est ce qui lui a donné, il y a eu un coup de cœur, mais c'est ce qui lui a donné envie de me recruter. Et puis j'ai fait mon apprentissage à ses côtés pour commencer. Puis après, du coup, j'avais de l'expérience dans le métier public et j'avais toujours cette étiquette de communicant. Donc du coup, j'engrangeais, à défaut d'avoir des diplômes, finalement, j'engrangeais de l'expérience et ça m'a permis de passer de poste en poste au gré des opportunités, des élections et des rencontres. Alors justement, communicants à cette époque-là, à cette période spécifique, les communicants en tant que tels, déjà les appelés communicants, on les comptait presque sur les doigts d'une main finalement, c'était presque pas un métier comme on le dit maintenant. Alors déjà, on pourra en reparler pour voir si aujourd'hui on considère vraiment ça comme un métier ou si tout le monde considère ça comme un métier, c'est mon cheval de bataille. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le communicant, on attendait de lui qu'il ait en gros un bon rédactionnel, un bon relationnel. C'était la formule consacrée. Et puis surtout, on mettait à la com les gens dont on n'avait pas envie de se séparer, qui étaient bons nulle part. Donc du coup, si on est bon nulle part, on sera bon à la com. Quand c'était pas le conjoint, la conjointe, la petite amie, la cousine, à qui il fallait trouver un job. Donc du coup, on mettait un peu tout le monde à la com. Mais à une période où ça commence à se professionnaliser. Évidemment, c'est le début de la professionnalisation, avec des vrais statuts, une vraie fonction, et puis petit à petit une construction du métier. C'est pas moi qui ai inventé le métier et qui l'ai construit, mais je suis arrivé à un moment où statutairement, ça a commencé à être un peu institutionnalisé. D'accord, très bien. Alors, vous avez par la suite rejoint le secteur privé. Quelles ont été justement les différences notables que vous avez pu noter par rapport à vos fonctions précédentes dans un secteur qui était avant plus politique et peut-être plus institutionnel aussi, quoi? En réalité, je m'attendais à de plus grandes différences et il n'y en a pas tant que ça. En fait, au moins pour ce qui est du métier de la communication et travailler auprès d'un président d'exécutif, finalement, que ce soit un président d'exécutif public ou privé, c'est un peu le même type de personnage, c'est un peu le même rythme, un peu la même façon de penser, de décider, de travailler. Là, c'est des gens qui sont très promouvants, qui sont très engagés, qui sont très mobilisés aussi. Mais du coup, quand on a compris tous ces codes et s'ils vous correspondent, finalement, il y a très peu de différence. Alors, les rythmes ne sont pas les mêmes. En politique, on préfère l'effet d'annonce à l'annonce des faits. Dans le secteur privé, on va plutôt préférer l'inverse. D'abord on fait, ensuite on annonce. Mais les temps ne sont pas les mêmes. À cette différence près, et puis à la notion politique qui disparaît aussi, mais dans le public, vous avez un électeur qui vous reconduit dans vos fonctions. Dans le secteur privé, vous avez un client qui achète vos produits, votre service ou pas. Donc de toute façon, vous avez toujours un client à satisfaire, un client à séduire, un client auprès duquel il faut communiquer, à qui il faut transmettre des messages. Donc les métiers sont assez proches d'un côté comme de l'autre. Et finalement, alors du coup, cet aspect communicant, est-ce que si vous deviez formuler par un guide, mais quelque part les best practices, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais best practices d'un bon communicant, quelles seraient-elles ces best practices selon vous? Je ne sais pas si je parle de best practice, mais peut-être au moins en tout cas de qualité et de compétence. Oui, tout à fait. Ouais. Je veux dire, une qualité, la qualité, et qui est vraiment propre aussi à la communication politique, c'est celle de l'empathie. Je pense qu'un communicant qui ne sait pas faire preuve d'empathie, c'est-à-dire qui n'a pas la capacité d'observer, de comprendre, de réaliser à qui il a affaire, il va avoir du mal à transmettre des messages, à transmettre des émotions
s'il sait ni à qui il a affaire, et s'il ne comprend pas la personne qui est en face de lui. Pour ce qui est des compétences, je dis souvent, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai repris cette formule que les compétences du communicant, elles tombent pas du ciel. Versus bon relationnel, bon rédactionnel. Moi, j'en vois 5 principales. Le premier, c'est le sens politique. C'est bizarre parce que ça fait un peu le lien avec le sujet précédent, mais le sens politique, c'est essentiel, à mon avis, en communication. Il faut savoir évoluer dans des relations formelles, informelles, il faut comprendre, sentir les gens. Donc, tout ça est très lié à l'empathie, le sens politique, et c'est ce qui manque le plus aux gens de façon générale et aussi peut-être aux collaborateurs ou collaboratrices dans la communication. La deuxième compétence, c'est la créativité, c'est-à-dire on doit être une force créative. On ne peut pas faire de la com si on n'a pas d'idées. On ne peut pas faire de la com si on est bloqué dans des idées, si on n'a pas le sens du risque, si on ne veut pas tester des nouvelles choses, si on n'a pas envie d'innover. Innover, c'est un peu un mot fourre-tout, mais si on n'a pas envie d'inventer quelque chose de différent, si on est juste là pour reproduire ce qui a déjà existé, on ne peut pas aller bien loin. C'est ce que vous soulignez en vous lisant, ne pas penser d'abord au livrable avant le concept finalement. D'abord penser au concept, à l'innovation, à la création. Peut-être qu'on reviendra sur ce point ultra important dans la communication, mais effectivement. Donc le fait d'être une force créative, c'est super important. Maîtriser l'intelligence de la marque. On est dans un pays où on a une faible culture de la marque, et même chose dans les métiers de la communication. On a une vision assez restreinte de la marque. La marque, souvent, on la réduit à un logo, donc un nom qui sonne bien, à un nom, pardon, donc qui sonne bien, et puis un logo, une belle image. En fait, ça, c'est la fin de la marque. La marque, c'est une histoire, c'est un concept, qu'est-ce que j'ai à raconter derrière cette marque, comment je la construis, et puis après, je lui donne un nom, et après, je la dessine si je veux lui donner un aspect semi-figuratif. Donc, cette intelligence de la marque, souvent, elle manque, en tout cas, elle est très importante dans les compétences du communicant. La quatrième compétence, c'est, je dirais, d'être un stratège des RP. Les relations presse, c'est très important en communication, et les relations presse, c'est pas seulement savoir rédiger un communiqué de presse, même si quand on sait le faire, c'est déjà pas mal, mais c'est aussi savoir angler un sujet, c'est-à-dire le même sujet, mais l'adresser à des journalistes qui traitent de sujets différents, mais qui vous concernent, savoir faire un titre, savoir faire un chapeau, savoir créer et entretenir des relations presse. Ça, c'est hyper important en matière de communication. Quand on n'a pas cette dimension-là, ça peut être un souci. Et peut-être que la cinquième compétence, en fait, c'est d'être un digital native. Alors évidemment, moi qui dis ça, qui suis un quinca bien dépassé, ça peut paraître surprenant, mais soit on est monté dans le train, soit on n'est pas monté dans le train. Mais on ne peut pas ne pas penser digital aujourd'hui. Et penser digital, c'est pas forcément penser la techno. Moi, je n'ai pas les compétences pour développer des technos. En revanche, je dois savoir ce que la techno me permet de faire, purement de façon technologique, mais aussi de point de vue éditorial. Donc, ne pas être digital native ou ne pas s'imposer cette position-là, à mon avis, c'est une faiblesse. Et donc, il faut avoir cette compétence pour pouvoir piloter un service communication et pour pouvoir évoluer aujourd'hui dans la communication. Merci beaucoup d'avoir détaillé tous ces éléments effectivement de compétences, d'enjeux. Justement, alors revenons à ceux qui penseraient trop vite à la fin avant de penser au projet et à sa conception. Quel est votre point de vue sur le sujet évidemment des livrables, l'obsession du livrable avant de penser à son concept? Ça permet par exemple d'identifier qui est pro ou pas de la communication. Quand vous adressez à des personnes, on parlait de marque, voilà une personne qui va vous dire il faut créer une marque et donc je veux un beau nom, un beau logo. Si c'est la façon d'aborder le sujet de la marque, on n'a pas affaire à un pro. Maintenant, si on dit on doit développer un nouvel environnement, j'ai cette histoire à raconter, il va falloir que je la présente d'une certaine façon et ça va aboutir probablement à la création d'une marque. Et du coup, que veut dire cette marque? Quel est le sens de cette marque? Quelle est la proposition de valeur qu'on va avoir? Tout ça, ça va permettre de construire cette marque. Après, on va pouvoir s'amuser à lui trouver un nom, avec plus ou moins de musicalité. On va pouvoir lui trouver une typo et éventuellement une image associée. Ça c'est le bon ordre. Et quand j'étais DIRCOM du groupe Altran, j'avais un immense sticker dans mon bureau avec écrit « Content is King ». Parce qu'en fait, je voulais en permanence que toutes mes équipes, mais aussi tous les gens qui défilaient dans notre service, comprennent que la finalité, c'est pas l'outil, mais c'est le contenu. Si j'ai rien à raconter, peu importe la façon dont je vais le raconter, puisque je n'ai rien à raconter. Donc quand on entend des gens venir vous dire il me faut une newsletter, tiens, il faut créer un journal, tiens, il me faut un magazine, tiens, il me faut une page Facebook, ok, mais pourquoi? Pourquoi faire pour dire quoi? Qu'est-ce que j'ai à raconter? En fait, l'important, c'est de savoir ce qu'on a à raconter, et une fois qu'on sait ce qu'on a à raconter, après, on peut aussi réfléchir à qui on doit le raconter, et à ce moment-là, on peut réfléchir à l'outil, c'est-à-dire le meilleur vecteur pour toucher la cible que l'on souhaite toucher par rapport à ce qu'on a à raconter. Et souvent, on aborde la communication, parce que c'est plus facile de parler du résultat, quoi. Tiens, je veux un film, mais un film
je vais en faire quoi, je vais le publier où, qui va le voir, comment je vais le promouvoir. Non, c'est qu'est-ce que j'ai à raconter, et après je réfléchis à la façon de le présenter, de le partager, de le promouvoir. Très bien. Alors pour conclure cette deuxième partie de notre échange, parmi vos convictions que vous portez fortement, évidemment la communication, mais aussi le management. Vous avez créé un livre dédié au management, vous faites 2 livres, vous faites régulièrement des tribunes aussi sur Focus RH, me semble-t-il. En fait, c'est les tribunes Focus RH qu'on retrouve dans les livres. livres. C'est vrai. Ah d'accord. Les livres sont des compiles, quoi. Comment est-ce que justement c'est une équipe aussi qui est autour, c'est l'inclusivité, ça vous portez fortement pour pouvoir porter justement ces projets. Quelles sont, selon vous, Frédéric Fougera, les bonnes pratiques à adopter pour être plus inclusif? Ça, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Ouais, ça me tient super à cœur, mais déjà, vous avez évoqué l'équipe. Je pense que le travail le plus compliqué pour un manager, c'est de créer une équipe, de constituer une équipe, de réunir une équipe et de la faire fonctionner. Une équipe, pour moi, ça doit pas être des clones, ça doit être des gens qui sont tous différents, qui ont des personnalités plus ou moins fortes, et où personne ne gêne l'autre. C'est-à-dire que je peux avoir 3 très très fortes personnalités dans l'équipe, mais elles ne doivent pas venir se cannibaliser et elles ne doivent pas empêcher les autres d'exister. Et donc ce travail de recrutement, il est essentiel dans le rôle du manager. Et dans ce travail, de mon point de vue, il faut aussi que l'équipe soit très différente et très diverse. Ça peut peut-être paraître évident pour une direction de communication, mais je pense que c'est vrai pour n'importe quelle direction. Moi, je n'ai pas le sentiment que je vais être très créatif si je ne recrute que des gens qui me ressemblent ou que des gens qui sont issus de mon quartier ou de l'école dans laquelle je n'ai pas été diplômé, puisque je ne suis pas allé dans une grande école. Mais voilà, sur le principe, souvent, on recrute à la facilité par une cooptation et par des liens très courts. En fait, la diversité me paraît hyper importante. J'utilise souvent l'exemple des 5 doigts de la main. Si j'avais 5 pouces, je ne ferais peut-être pas les mêmes choses qu'avec 5 doigts différents. Et donc, il faut cette diversité, et cette diversité, elle n'arrive pas toute seule. C'est pas le fruit du hasard, c'est pas parce qu'on a une gueule sympa, on a une bonne réputation, que tout d'un coup, les recrutements, les personnes qui vont postuler pour venir travailler chez vous vont être issues de milieux culturels, d'origine, de quartiers, d'écoles différentes. La diversité, il faut aller la chercher. Donc c'est-à-dire que c'est une décision politique. Vous décidez ou pas de le faire. Et si vous décidez de le faire, ben vous y arrivez parce que c'est assez facile. C'est un peu plus compliqué que de prendre ce qui arrive tout de suite facilement, mais si vous le décidez, vous arrivez à le faire. Merci beaucoup pour ce partage. Alors on va aborder la partie des enjeux. On les a déjà beaucoup abordés et c'est aussi un peu le fil rouge finalement des enjeux que vous abordez. Mais un retour sur l'année 2020 qui a été marquée par la crise sanitaire et sociale et économique sans précédent. Comment est-ce que l'immobilier a su se réinventer dans un contexte post-pandémique? Racontez-nous un peu comment vous avez vécu les choses, comment vous avez réagi, anticipé peut-être aussi. Alors, anticiper, oui, en fait, on n'a pas anticipé parce qu'on avait imaginé qu'il y aurait cette crise, mais il se trouve qu'à l'arrivée de Philippe Sall, donc le nouveau et actuel président du groupe Foncia, dès son arrivée, il a décidé d'engager un grand plan de transformation numérique. Et donc, il a commencé à mettre en place toute une transformation, voire une petite révolution dans l'entreprise, qui s'est trouvée particulièrement efficace le jour où le confinement est arrivé et où on a pu basculer intégralement en télétravail, ce à quoi l'entreprise n'était pas prête quelques mois, quelques années avant. Donc de ce côté-là, il y a eu cet aspect visionnaire qui a permis finalement de répondre à un besoin inattendu, mais qui était immédiat, et ce qui a permis à l'entreprise d'assurer une continuité de service, mais totale, ce dont nous n'aurions pas été capables quelques années auparavant. Enfin, ça veut dire que beaucoup de nos collaborateurs auraient dû rester en agence ou en cabinet pour pouvoir assurer cette continuité de service. Donc ça a permis de protéger les collaborateurs, et ça a permis de servir les clients sans interruption. Cette vision, elle était au départ faite avec le souhait de transformer un métier qui est extrêmement réglementé. On est dans les services immobiliers chez Foncia, on est dans les services immobiliers résidentiels. Je peux peut-être dire en 2 mots de quoi il s'agit. Il s'agit de l'administration de biens, c'est-à-dire la gestion d'immeubles, ce qu'on appelle les syndics de copropriété d'un côté, et puis la gestion locative de l'autre. Vous avez investi dans un studio, dans un appartement, et vous voulez vous assurer un minimum de revenus locatifs, et vous nous le confiez pour que ce soit nous qui gérions et qui vous assurions qu'il y a toujours un locataire dans votre logement et que vous puissiez percevoir vos loyers. On est également un acteur important dans la transaction immobilière. Et ça, c'est un métier à côté de l'administration de biens.
Et donc ces métiers de l'administration de biens sont ultra réglementés. Et donc quand on est ultra réglementé, en gros, c'est un peu sclérosé, ça ne bouge pas tellement. Pourtant, la vie, la société, elle évolue, elle continue d'évoluer. Et nous, ce métier était assez bloqué. Et donc, Philippe Salle, qui est un ingénieur à l'origine, a essayé d'imaginer en quoi la technologie pouvait faire évoluer ce métier sans affecter tout l'aspect réglementaire. Il se passe quoi? On est dans des métiers où on attend de nous que nous soyons des experts juridiques et comptables. Et on est reconnu, Foncia est reconnu justement pour sa qualité, son expertise juridique et comptable. Mais le risque, c'était que ce soit au détriment du service client et de la qualité de service client. Donc, ça veut dire que l'idée de Philippe Salle, c'était de digitaliser tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée et qui éventuellement permet aussi de sécuriser un certain nombre de tâches, de les rendre plus rapides, donc augmenter la réactivité, augmenter la transparence, parce qu'aujourd'hui, pour déjà près de 100 000 clients et demain pour l'ensemble de nos clients, vous avez tout votre syndic sur smartphone, vous avez toute votre gestion locative sur smartphone, donc à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, quand vous en avez envie, vous regardez où en sont vos charges, où en est telle activité, où en sont tels travaux. Donc c'est vraiment une révolution importante. Et pendant tout ce temps qui est gagné pour les collaborateurs, ça permet de les mettre davantage au contact du client et d'être plus proche du client, d'être plus proche des immeubles qu'il gère, de pouvoir s'y rendre plus souvent. Et ça ne va pas réduire le nombre de collaborateurs, au contraire, il augmente même pour vraiment mettre tout le paquet sur la relation client. Et c'est cette transformation et c'est cet axe de progrès qu'on a à faire et que l'on peut faire grâce à ce qui s'appelle MyFoncia chez nous, c'est-à-dire le site client qui existait déjà mais sur une version web et dans une première phase et qui aujourd'hui a été ultra développé et une nouvelle version autant sur le web que sur application. L'offre de service et l'expérience client au cœur de celle-ci. Complètement, le client. En fait, dans nos métiers, on parle beaucoup de lots, parce qu'on gère des lots, on gère des biens. Et pour Philippe Salle, le mot qui doit être le plus important, ce n'est plus le mot lot ou le mot bien, c'est le mot client. Parce que ce sont d'abord des clients que nous servons, et c'est aux clients que nous devons répondre, et c'est aux clients que nous devons les services pour lesquels ils nous payent des honoraires. Alors, la Covid-19 a été un catalyseur des changements notamment sociétaux, environnementaux et business également, forcément. Et si elles ont été dans un premier temps impactées, nombre d'entre elles se préparent au rebond et à l'arrivée de nous, ce qu'on détermine comme la Next Economy au Hub Institute. Quelle est votre vision justement sur cette Next Economy et votre vision sur, à plus ou moins long terme, comment vous basculez dans la roadmap 2022 et encore à plus long terme sur cette Next Economy? C'est-à-dire, voilà, il y a eu le reboot, il y a eu le Covid. On espère qu'on en finira peut-être à un moment donné. Et puis, comment est-ce que vous vous projetez sur cette Next Economy chez Foncia et vous particulièrement, Frédéric? En fait, votre question a fait le lien avec le propos qu'on vient de tenir, que finalement, et l'anticipation que nous avons eue, ou la volonté de transformation. Et c'est très difficile d'entrer dans cette Next Economy quand on est dans un cadre ultra figé et réglementé, et du coup qui paraît bloquant. Donc c'est ce travail de transformation numérique et donc de révolution de nos métiers, mais aussi donc de nos pratiques, de nos codes et de nos relations directes avec nos clients. Ça va aussi bouleverser positivement nos clients, de tout d'un coup nous avoir beaucoup plus disponibles, beaucoup plus présents. C'est cette transformation numérique qui finalement nous permet d'aborder le demain, parce que chez Foncia, c'est en 2022 que ce sera déployé sur l'ensemble de nos cabinets. Donc il va y avoir une année de déploiement progressif. Donc nous, demain, c'est 2022. À partir de 2022, on rentre dans le demain et dans le futur. Et on sent aussi le sens politique. Gouverner, c'est prévoir quelque part l'anticipation aussi qu'on voit là. Exactement. Mais Philippe Salle, le président de Foncia, il a cette qualité dans l'ensemble des entreprises qu'il a pu présider et diriger. C'est qu'en fait, il a toujours sélectionné des entreprises qui en fait étaient des pépites, qui avaient un potentiel dingue, mais qui n'étaient pas forcément exploitées. Et donc c'est justement sa vision, souvent sa vision aussi technologique, qui fait que son apport dans ces entreprises, ça a été de les développer, mais parce qu'elles avaient tout ce potentiel pour être développées, mais par contre, il manquait une vision où il manquait le petit plus qui permettait j'aime pas trop le mot disruptif, il est un peu trop publicitaire, mais en tout cas de casser certains codes et puis de porter de lancer ces entreprises sur un rail en direction de l'avenir. Oui, on aura très bien compris le message. Je vous propose d'aborder maintenant les engagements plus RSE et durables. Qu'avez-vous mis en place chez Foncia pour accompagner vraiment vos clients
vous avez votre démarche, vous l'avez développée, mais leur propre démarche à eux, à vos clients, de réduction notamment de l'empreinte environnementale, comment vous les accompagnez dans cette démarche? Alors dans nos activités, nous ne sommes pas des décideurs. Nous avons un rôle de conseil, donc un rôle d'information, un rôle de conseil et un rôle d'accompagnement. Donc dans l'immobilier, et on va mettre ça dans l'enveloppe en immobilier durable, le gros rôle que nous pouvons avoir, c'est de conseiller nos clients sur la rénovation énergétique, c'est-à-dire sur la consommation d'énergie des bâtiments. C'est au cœur aujourd'hui des priorités gouvernementales, notamment avec le dispositif MaPrimeRénov, qui vraiment incite l'ensemble des propriétaires à améliorer la qualité énergétique de leurs bâtiments. Donc ça, c'est vraiment le gros morceau. Si on arrivait à faire en sorte que 100% des immeubles que nous gérons aient une qualité de consommation énergétique optimale, ça serait extraordinaire. C'est pas si simple. Ça prend du temps, il faut le vouloir, ça a un coût. Alors même s'il y a des aides gouvernementales et c'est le moment d'en profiter, il y a des dossiers à déployer. Puis toutes les copropriétés n'ont pas le même niveau de trésorerie, donc tout le monde ne peut pas non plus avancer à la même vitesse. Mais ça, c'est pour la partie métier, donc c'est-à-dire vis-à-vis de nos clients, c'est l'énorme partie sur laquelle nous travaillons et sur laquelle on a des résultats, puisqu'il y a quelques semaines, la ministre du Logement est venue voir une première copropriété qui avait été entièrement rénovée grâce à MaPrimeRénov et qui était une propriété gérée par Foncière. Très bien, merci pour ce partage. Alors du coup, une stratégie RSE, c'est bien, quand elle est efficace, c'est encore mieux. Alors, ça repose sur des piliers, j'imagine, chez Foncia pour pouvoir la bâtir, cette stratégie RSE? Alors pour qu'elle soit efficace, c'est mieux effectivement, et pour qu'elle soit efficace, il faut mesurer les choses. Donc ça veut dire qu'il faut se donner des objectifs et puis il faut avoir des indicateurs de suivi pour voir la progression. Ce qui est formidable en RSE, c'est qu'on n'a pas un objectif final, on a un objectif de progression. Donc cette progression, elle doit pouvoir être mesurée dans le temps. Et donc après, c'est ce qui permet de l'avérer. Et on parlait d'immobilier durable, ça c'est un de nos premiers piliers. Je jette un œil sur mes notes parce que comme ça me permet de ne rien oublier. L'immobilier durable, c'est soutenir la performance environnementale et énergétique des bâtiments, notamment, mais c'est vraiment le gros morceau. Mais par exemple, chez Foncia, on va remplacer cette année l'intégralité de la flotte automobile avec des véhicules soit hybrides, soit 100% électriques. Donc voilà, on a aussi sur nos propres consommations d'énergie, sur notre propre production de gaz à effet de serre, un rôle direct là, que nous pouvons jouer. La digitalisation y participe en partie parce que c'est beaucoup de suppression de papier, mais la digitalisation, c'est aussi la consommation d'énergie. Donc après, il faut avoir aussi les bons ratios. Les deux autres piliers de notre stratégie RSE, c'est le bien-être de tous. Le bien-être de tous, ça compte autant pour nos collaborateurs et collaboratrices, donc c'est-à-dire que c'est leurs conditions de travail, c'est leur formation, donc c'est la vie dans l'entreprise et aussi évidemment celle de nos clients et donc du confort dans leur habitat, dans leur environnement collectif, dans la société dans laquelle ils évoluent. Et puis le troisième pilier en fait, c'est le dialogue et l'ancrage local. Le dialogue, ça concerne beaucoup l'interne. Là, on a pris de l'avance quelque part sur notre stratégie RSE, mais il n'y avait pas forcément un énorme dialogue social qui était institutionnalisé, organisé dans l'entreprise. Il y a environ 2 ans, il y a eu une co-saisine et de la direction et des collaborateurs pour créer un comité central d'entreprise et donc une démarche de justice pour aller devant le juge en disant nous sommes tous d'accord pour nous constituer et organiser le dialogue social de l'entreprise. Donc autorisez-nous à le faire. Donc évidemment, comme l'a dit la juge, c'est assez rare que les collaborateurs et la direction de l'entreprise viennent ensemble pour dire on a ce projet de dialogue, donc évidemment je vais accéder à votre demande. Et puis l'aspect acteur de proximité, on a beau être un grand groupe et une marque nationale, on est en réalité que des acteurs de proximité. Personne, si vous habitez à Marseille, à Lille ou à Strasbourg, ce sont des gens de Marseille, Lille ou Strasbourg qui sont vos contacts, qui gèrent vos immeubles, qui vous font visiter des appartements à vendre ou à louer. Et tout ça, ça implique du recrutement local, mais ça implique aussi de veiller à bien faire travailler des acteurs locaux, de faire travailler une économie locale, un écosystème local. C'est une responsabilité quand on est une grande entreprise et ça fait partie de nos piliers de développement durable ou de RSE. Et vous participez finalement à plein aussi à ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire s'entendre avec des parties prenantes de manière à pouvoir avoir ce même objectif de RSE efficace.
je ne suis pas certain qu'on soit réellement dans l'économie circulaire, parce que là, il n'y a pas forcément, c'est circulaire au sein d'un même territoire, et non pas exactement comme l'économie circulaire, mais en tout cas, c'est cette proximité locale et le respect, la promotion des acteurs locaux et des acteurs économiques locaux pour vraiment faire bénéficier tout un écosystème local de notre propre implantation. D'ailleurs, nous allons fêter l'an prochain nos 50 ans. À l'occasion des 50 ans, nous allons montrer en fait l'impact environnemental et social de la marque et de l'entreprise sur l'ensemble du territoire depuis qu'elle se développe depuis 50 ans. Alors, vous avez parlé du bien-être, notamment de vos collaborateurs. Je vous propose de parler de raison d'être, qui se fait aujourd'hui de plus en plus présente, cette raison d'être au sein des entreprises, moyenne, petite, grande. Comment vous expliquez ce phénomène et l'importance que ça peut prendre et qu'il revête chez vous? J'allais vous demander quelle est la raison d'être de Foncia, peut-être même celle de Frédéric Fougerat. Voilà, j'avais pas pensé qu'on puisse me poser ce genre de questions. Je suis assez dubitatif sur la question de la raison d'être en réalité. J'ai pas bien compris en fait ce qu'on voulait mettre derrière ce principe de raison d'être. J'imagine, je crois comprendre qu'on a envie de montrer quelle est l'ambition de l'entreprise et peut-être l'ambition au-delà de son business. Ça me paraît pas très. Le concept me paraît encore assez flou et assez virtuel. Alors quand on est une grande entreprise d'énergie et où on annonce où on affiche que sa raison d'être, c'est de produire à terme 100% d'énergie décarbonée, là je comprends. Quand on est un fabricant de cigarettes et qu'on annonce que sa raison d'être, c'est de faire arrêter les gens de fumer, là je comprends pas. Et du coup, j'ai du mal à m'inscrire dans cette réflexion sur la raison d'être, mais peut-être parce que je ne m'y suis pas suffisamment intéressé. Et je comprends que quand on a une activité unique ou qu'on est l'acteur d'un domaine d'activité, peut-être qu'on peut arriver à formuler une raison d'être assez spécifique et qui s'identifie bien à l'activité de l'entreprise. Quand on est une entreprise de service comme Foncia, où on a des activités, des métiers très différents, pour avoir une raison d'être ou une définition qui engloberait l'intégralité de nos métiers, on va être obligé d'être à un niveau très général et plus on va être général, finalement, plus ça pourrait être la même raison d'être que n'importe quelle autre entreprise de multiservice. Donc c'est pas la question sur laquelle j'ai forcément le plus d'éloquence parce que je suis pas forcément très à l'aise avec cette question, faute de bien comprendre le sujet en réalité. Ou alors je comprends trop bien et donc je mets le point sur une de ses faiblesses. Non, les occasions ne manqueront pas d'en reparler aussi au Hub Institute de cette raison d'être, de pouvoir être aussi une entreprise à mission finalement aussi. C'est par rapport à cela qu'on peut la placer et on serait ravis de pouvoir en reparler avec vous sur nos différents événements, notamment sustainable. Ce que je vous propose, pour clore cette discussion, Frédéric, c'est le portrait chinois. Vous n'allez pas y échapper. Le portrait chinois. Si vous étiez un entrepreneur ou une entrepreneuse français. C'est pas facile parce que je ne suis pas vraiment entrepreneur. Moi, je suis un coéquipier. J'ai le sentiment d'avoir toujours compris qu'on pouvait être soit un leader, soit un coéquipier, qu'il n'y avait pas la bonne et la mauvaise place. Et moi, je ne me sens pas leader. Et donc, je me sens vraiment coéquipier, je ne me sens pas entrepreneur. Donc ça, c'est pour ne pas répondre à la question. Maintenant, je peux vous dire un exemple d'entrepreneur français qui m'impressionne ou pour lequel je suis très admiratif. Et je penserais par exemple à Jean-Claude Decaux, dont le seul lien avec moi, c'est d'être un autodidacte. J'arrêterai la comparaison à ce niveau-là. Et Jean-Claude Decaux, c'est quand même un homme qui a créé un empire et qui a été un ambassadeur, dont l'empire est un ambassadeur de la France dans le monde entier. Il n'y a pas une ville, s'il y en a peut-être, mais quand même toutes les grandes métropoles dans le monde, dans tous les aéroports du monde, vous arrivez, vous voyez un petit drapeau français avec écrit JC Decaux sur des panneaux. Vous vous dites waouh, quel succès story. Donc voilà, un entrepreneur, sans vouloir m'identifier, au moins un entrepreneur que je trouve admirable et intéressant à observer, c'est vraiment la vie, le parcours, la carrière de Jean-Claude Decaux. Et inspirant. Et c'est vraiment une entreprise française symbolique. Parfait, très bien. Si vous étiez un ODD, alors un objectif de développement durable, ça serait le numéro 1, éradiquer la pauvreté. Je pense que la pauvreté, c'est assurément ce qu'il y a de pire dans notre monde. Et la pauvreté, c'est la discrimination, la pauvreté, c'est la guerre, c'est les problèmes de santé.
Donc si on arrivait à éradiquer la pauvreté, je pense qu'on arriverait à éradiquer énormément de maux de notre société. Donc ODD number one, éradiquer la pauvreté. Si vous étiez un hashtag. La com est un métier. Parfait. Je ne peux pas dire autre chose. On aura compris la référence. C'est le hashtag qui figure sur 95% de mes tweets. Je peux pas en dire un autre. Il n'est pas de moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. On cite le crédit Je ne suis pas certain du crédit. Moi, je pense que, en tout cas, la première fois que j'ai vu ce hashtag, de mémoire, c'était sur un tweet de Béatrice Mandine, la directrice de la com et de la marque du groupe Orange, qui est devenue la nouvelle présidente d'ailleurs de l'association des DIRCOM. Donc moi, je lui attribue à elle, en tout cas. Je ne sais pas si elle-même l'a inventé ou l'a repris, mais je lui attribue. Mais en tout cas, c'est mon hashtag, il n'y a pas de doute. Parfait. Et pour finir, Frédéric, s'il vous plaît, si vous étiez une œuvre? Eh bien, je serais une œuvre musicale, parce que la musique, c'est la liberté. C'est même une des choses qui est interdite dans certaines dictatures, parce que la musique permet de rêver, et dans certaines dictatures, on n'a même pas le droit de rêver. Donc si j'étais une œuvre, je serais une œuvre musicale, parce que c'est la liberté. Merci beaucoup, Frédéric Fougera, de vous être prêté à ce 5e épisode du Hubcast by Hub Institute. Et on espère vous revoir très bientôt dans nos locaux et pour de prochaines occasions. Merci beaucoup. Merci.